Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance à l'Institut Schiller de m'avoir associé à cette discussion en ce moment si particulier. Mesdames et messieurs, loin de l'événement ponctuel, les circonstances dans lesquelles cette conférence se déroule revêtent tout du moment historique, car les énormes conséquences sanitaires, économiques et sociales liées à la Covid-19 réagissent tels des défis et des affronts lancés aux sociétés et aux hommes, au sens de l'historien britannique Arnold Toynbee. Pour une fois, nous allons lier les questions de la faim, de la pauvreté et de la santé avec l'histoire. Non pas uniquement dans sa fonction mémorielle, mais aussi et surtout prendre l'histoire comme la plus puissante manifestation de l'énergie sociale et de la volonté de l'homme de se survivre. Storicisme, autrement dit l'historicisme, disent les Italiens, est l'acte par lequel on crée sa propre action, sa propre pensée, sa propre poésie en se mouvant à partir de la conscience présente du passé. Nous savons qu'au moins 13 milliards d'êtres humains, soit 2 fois la population mondiale actuelle, sont susceptibles d'être nourris par l'agriculture mondiale. Par conséquent, la destruction des dizaines de millions de femmes, d'enfants et d'hommes par la faim est indigne d'un siècle aussi riche. Peut-on sérieusement envisager des alternatives à la faim, à la pauvreté et à la santé en entretenant une amnésie historique en matière des droits économiques et sociaux des peuples? Luttons contre l'amnésie. Mesdames et messieurs, qui se souvient que le tiers de morts civils et militaires de la Seconde Guerre mondiale le furent à cause de la sous-alimentation, de la tuberculose et de l'anémie, que de tas de cercueils s'étaient entassés dans les églises d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye à cause de la faim, et surtout qu'en Pologne et en Norvège, certaines familles survécurent en mangeant des rats et des écorces d'arbres. 1947, 2 ans après cette effroyable tragédie, qui se souvient de cette attaque de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne dans le cadre de la commission chargée d'élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « Nous voulons des hommes libres, pas des esclaves bien nourris ». Fin de citation. Et de la réponse aussi directe de son homologue ukrainien, je cite, « Même les hommes libres peuvent mourir de faim ». Fin de citation. Cet échange illustre le début d'un nouvel ordre géopolitique, c'est-à-dire la guerre froide, faisant ainsi échec à la reconnaissance des droits économiques et sociaux dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Or, comment croire que les droits civiques et politiques peuvent être opérants sans les droits économiques et sociaux? Il a fallu attendre 45 ans, presque un demi-siècle, en juin 1993, pour que l'ONU adopte à Vienne une nouvelle déclaration rendant indivisibles et interdépendants tous les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Hélas, que de temps perdu. Les désillusions de la fin de la guerre froide. Mesdames et messieurs, l'espoir soulevé par la fin de la guerre froide en matière des droits économiques et sociaux sera très vite retombé, car la puissance planétaire des sociétés transcontinentales de l'agro-industrie et de hedge funds, ces fonds qui spéculent sur les prix alimentaires, les terres arables, les semences, les engrais, les crédits, etc., nettement supérieures à celles des États. La faim n'est pas une fatalité, elle tient du crime organisé. 90% des paysans du Sud au XXe siècle n'ont comme outil de travail que la houe, la machette et la faux. Les rapports de la FAO dans les années 2010 indiquent que 500 millions de cultivateurs du Sud n'ont accès ni aux semences sélectionnées, ni aux engrais minéraux, ni aux fumiers et ne possèdent pas d'animaux. L'écrasante majorité des cultivateurs de l'Inde, du Pérou, du Burkina Faso, du Niger, de l'Équateur, ne disposent d'aucun système d'irrigation. Comment s'étonner qu'un hectare de céréales donne environ 700 kg contre 10 000 kg pour le même espace pour leurs collègues de la Gironde en France? Nous l'avons déjà dit, la faim n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de la volonté de quelques-uns. Et c'est par la détermination des hommes qu'elle sera vaincue. Quelques exemples pour illustrer les situations de prédation de multinationales de l'agroalimentaire en Afrique. Au Cameroun, en 2006, on se souvient
de la lutte admirable du comité de développement de Ndo, regroupant les syndicats paysans de la société civile contre l'accaparement de 11 000 terres arables par la SOSUCAM, Société sucrière de Cameroun, entendu, autorisée par le gouvernement camerounais. Il convient de préciser que la SOSUCAM est la propriété d'Alexandre Villegrain, un industriel français, et que cette société avait déjà acquis 10 000 hectares au Cameroun en 1965. Ici, le continuum colonial bat encore son plein dans le domaine économique. Au Sénégal, ce sont les grands domaines sénégalais dits GDS, appartenant à des groupes financiers français, espagnols, marocains, et qui ont acquis des dizaines de milliers de terres arables à Saint-Louis, privant les paysans d'espace nécessaires pour la culture vivrière. Comme au Cameroun, les cultivateurs du Wallo, réduits à des récoltes modestes sur 1 hectare de riz, s'organisent pour résister avec beaucoup de dignité. Au Nigeria, au Bénin, au Mali, les hedge funds internationaux s'appuient aussi sur des oligarques locaux pour organiser les accaparements des terres. C'est ainsi que des riches marchands de Sokoto et de Kano ont mis la main sur des dizaines de milliers d'hectares de terres vivrières. Au Bénin, ce sont les barons politiques et économiques qui accumulent des hectares laissés volontairement en friche en attendant de les revendre plus cher au lieu d'investir dans la contrée de Zou, ancien grenier du blé du Bénin. Enfin, on note la même mécanique marchande au Mali, où des riches hommes d'affaires de Bamako ont l'habitude d'acquérir des terres arables à vil prix en vue de les revendre à prix d'or auprès des princes saoudiens ou des hedge funds de New York. En conclusion, mesdames et messieurs, la ruine de l'économie et les catastrophes qui s'annoncent suite à la pandémie du coronavirus relèvent de ce qu'on appelle la fin conjoncturelle. Sa particularité réside dans la soudaineté et l'imprévisibilité des dégâts générés hautement visibles. Son caractère spectaculaire ne doit pas nous aveugler sur ses véritables causes. Or, ce qui est décrit tout le long de cet exposé relève de la faim structurelle. La faim structurelle a des causes profondes, elle est permanente et peu spectaculaire, détruisant psychiquement et physiquement des millions d'êtres humains. La faim structurelle expose des millions de mères sous-alimentées à mettre au monde des enfants déficients. Mesdames et messieurs, à l'appel à l'alternative « Prospérer ou périr » de cette conférence, nous le précéderons par le mot « unité ». Car pour nous, panafricanistes, la question de la faim relève moins de la sécurité alimentaire que de la souveraineté alimentaire. Seule l'unité politique nous donnera les armes nécessaires destinées à protéger l'immense ressource des terres arabes sur tout le continent africain. C'est à ce prix que la souveraineté alimentaire sera garantie à tous les Africains. Umoja Ninguvu, autrement dit, l'union fait la force. Je vous remercie.